Très bien. Merci, merci cher Bruno de m'accueillir. Merci à vous tous. Bravo à vous d'être présents, alors qu'il y a un très beau temps, que c'est un beau week-end de septembre, qu'il se passe plein de choses dans nos communes. Mais merci pour votre sens de la responsabilité. On évoquait tout à l'heure, et on va y revenir, la subsidiarité. Elle passe par la prise de conscience de chacun que l'engagement politique est nécessaire au niveau de chacun et pas simplement au niveau de ceux qui sont en haut. Donc il n'y a pas de subsidiarité s'il n'y a pas des gens courageux comme vous qui, un samedi après-midi, sont prêts à nous écouter, à noter, à enrichir, à commenter, à critiquer nos débats. Parce que la démocratie, elle ne peut pas se nourrir d'une volonté de subsidiarité s'il n'y a pas un engagement politique de la part de ceux qui ont encore une fois l'audace de nous écouter. Alors que, et je relevais avant de venir quelques-uns des niveaux de défiance tels qu'ils ressortent, vous savez, de ce baromètre du Cevipof qui est désormais célèbre, mais qui est alarmant à chaque fois qu'il nous fait une livraison. La dernière date il y a 6 mois. Et je relève, je veux partager avec vous quelques-uns des éléments de ce baromètre parce qu'il montre l'urgence de nous réunir, d'agir, de construire l'avenir. Quand on demande aux Français leur état d'esprit, les trois valeurs qui ressortent en tête, méfiance, lassitude, morosité, toutes au-dessus de 25%. Quand on regarde celles qui sont les valeurs, celles qui sont les plus faibles, confiance et enthousiasme. Comment construire un avenir? Comment avoir le sourire devant les générations à venir quand l'état d'esprit des Français est obsédé par ces idées de méfiance, de lassitude et de morosité, et quand l'enthousiasme a vidé nos esprits au point de ne plus croire à rien? Et c'est ça qui pose, voyez, de manière urgente, un peu dramatique aussi, cette question de l'engagement politique. Et donc, quand Bruno, il y a quelques jours, m'a demandé d'intervenir sur les territoires, sur la subsidiarité qu'évoquait Ernest Novelli, je repensais en venant quelques-unes des articulations un peu fondamentales qui construisent justement cette idée des territoires et de la subsidiarité, et qui la ramènent à cette notion de liberté. D'abord, c'est qu'il n'y a pas de confiance s'il n'y a pas de liberté. La relation entre la confiance et la liberté, ces chiffres montrent l'actualité de ce thème courageux, effectivement, de la liberté. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas entre ces deux valeurs un lien fort, solide, ténu et durable. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de proximité. Ça a été évoqué par Hervé Mariton également tout à l'heure dans d'autres acceptions, mais la proximité, cette capacité, ces limites aussi, à exprimer la liberté, se jouent dans la proximité. On peut être libre et n'avoir aucun pouvoir d'action. La liberté se résumera à pas grand-chose. On peut avoir un pouvoir d'action, une proximité, une responsabilité. Alors, la subsidiarité aura un sens. Et enfin, il n'y a pas de subsidiarité si on ne considère pas deux valeurs essentielles. Et arrêtons-nous un peu sur ces deux valeurs essentielles, c'est considérer le cœur des hommes et considérer les territoires. Quelles sont nos dynamiques, nos vraies dynamiques à chacun d'entre nous, individuelles et collectives? C'est notre cœur, c'est des ressorts affectifs, c'est ce qui va provoquer l'envie de s'engager, de s'impliquer, d'investir pour une entreprise. C'est le cœur des hommes et c'est leur territoire, c'est leur culture. C'est ce qu'on a, chacun d'entre nous, dans nos communes, dans nos pays, dans nos régions, et que les autres n'ont pas, et qui vont donner à l'économie cette valeur d'échange qui fonde une économie authentique, une économie réelle. Certes, les sujets du libre-échange, les grands débats à l'OMC, tout ça est important, mais en fin de compte, sur quoi se construit la liberté de l'économie? Sur avoir quelque chose de différent à échanger. Et si demain, le modèle hyper concentré, celui dont on nous rabat les oreilles, ce modèle métropolitain qui serait l'avenir du monde, ce modèle qui fabrique une économie indifférenciée, puisque finalement, la métropole est la voie du stéréotype et la voie de l'uniformisation. Le pire, le plus grand des dangers pour notre économie, ce n'est pas des histoires réglementaires, c'est de perdre, d'appauvrir les échanges en faisant tous la même chose. Et à ce moment-là, quelles seront les valeurs de différenciation qui fonderont notre économie? Ce sont des valeurs très froides. C'est le capital,
C'est la rentabilité, la vitesse d'accélération du rendement du capital. C'est le moins-disant environnemental. C'est le moins-disant social. Et c'est ça qui menace aujourd'hui notre liberté, notre économie, et qui, vous le verrez, et vous le savez, nous ramène au territoire. Si demain, on met l'ensemble de nos vies à l'heure d'une économie métropolitaine, stéréotypée, codée, dans lequel, justement, comme il n'y a plus d'éléments de différenciation, c'est la rentabilité du capital qui fait la différence. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, les fameux TRI à moins de 5 ans. Alors le monde, y compris la nature, va être soumise, aliénée, à l'aune de cette vitesse de rendement du capital. Et vous voyez, je crois que nous qui sommes d'inspiration libérale, nous qui croyons qu'il y a justement une économie qui se construit sur une valeur d'échange, notre première préoccupation devrait être, sur le plan économique, de réacculturer notre économie, de la réenraciner, de lui donner une valeur d'échange construite sur des avantages comparatifs. Et ça marche en Allemagne. Et quand on nous dit « Ah, le déficit commercial français, il est compliqué parce que l'euro, parce que le dollar », oui, l'Allemagne subit les mêmes niveaux monétaires, les mêmes aléas monétaires. Pour autant, son économie est différenciée. Et elle a une valeur d'échange qui se construit non pas sur une donnée monétaire, mais sur une donnée industrielle, voire culturelle. Et nous, dans un pays comme le nôtre, qui a des montagnes, qui a des côtes, qui a des campagnes, qui a des cultures, qui a des savoir-faire, qui a cette diversité géographique, culturelle, sociale extraordinaire, comment est-ce qu'on peut être obsédé par l'idée que l'avenir sera métropolitain et que la Startup Nation est un avenir pour notre pays? C'est formidable, les technologies. Mais si on met les technologies au service des technologies, et si on met les technologies au service des technologies pour donner du rendement à l'épargne des Français, qui, comme vous le savez, constitue aujourd'hui 16% de la masse d'épargne, de la part des revenus, alors les technologies n'ont aucun sens. Elles vont être mortifères, aliénantes, sans issue, une impasse. Et donc cette idée de redonner à l'économie de la valeur d'échange, elle nous redéploie vers nos territoires. Elle nous amène à penser, dans mon territoire, dans mon village, dans mon département, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que les autres n'ont pas? Qu'est-ce que je peux échanger? Et là, la mondialisation nous offre une formidable opportunité. Elle nous donne une espèce d'accélération de la notoriété, d'accélération de la visibilité. L'artisan pertinent, Bruno, dans ton village de Vendée, il peut, sans être une multinationale aujourd'hui, avoir une visibilité mondiale et de là, avoir une clientèle aux quatre coins du monde sans pour autant devenir un géant de l'économie et avoir des filiales partout dans le monde. Mais pour autant, vous voyez, si on neutralise nos avantages comparatifs, si on s'assoit sur notre culture, si on passe en pertes et profits nos territoires en disant l'avenir est aux métropoles, le monde se jouera dans 200 métropoles connectées, alors on n'aura plus demain aucune capacité à construire une perspective économique dans un pays comme le nôtre. Et c'est ça qui me fait peur. Et quand j'entends le gouvernement actuel totalement atone sur cette idée de réinvestissement des territoires, quand je vois la fascination des élites aujourd'hui pour le modèle métropolitain et les start-up, je me dis, mais ils ont oublié qu'ils font de la politique au sens noble du mot, et que la politique, elle est inscrite sur une géographie. Elle est inscrite sur l'idée que les gens doivent pouvoir vivre là où ils le souhaitent, et non pas vivre là où on leur dit de vivre, parce que le travail est concentré dans quelques villes. Je sortirai je fais un tout petit peu de pub, mais un livre dans quelques mois, dans quelques semaines, sur cette idée d'une nouvelle géographie. De dire, en fin de compte, jusqu'à la révolution industrielle, on vivait là où on naissait, on travaillait là où on vivait, et simplement 1% de la population était mobile. Avec la révolution industrielle, on s'est concentré. On s'est concentré dans des villes, dans la mesure où l'industrie, la consommation, même les loisirs, appelaient cette concentration. Et aujourd'hui, je me suis interrogé, j'essaye de démontrer dans cette analyse en quoi finalement la concentration est encore pertinente. J'en pointe les risques économiques, sociaux, je reviendrai rapidement sur l'impact social, et j'en pointe surtout l'impasse, en disant si aujourd'hui, grâce aux technologies, grâce au fait que le monde se construit en réseau, on n'est pas capable de rebasculer, de réinvestir nos territoires pour justement construire cette valeur d'échange qui va donner demain une épaisseur à notre économie, alors c'est qu'on n'a rien compris, excusez-moi.
Et donc mon propos, il est dans cette idée d'un dérèglement économique, d'un dérèglement social, d'un dérèglement de la confiance, et qu'il est pour nous important, stratégique, indispensable, urgent, de reconsidérer, non pas des ajustements comptables comme on le fait en ce moment, non pas quelques éléments de politique publique comme on a tendance à vouloir le faire, mais un véritable projet de société, construit sur cette idée que la diversité dont on est les héritiers ne doit pas passer en pertes et profits du projet politique qu'on doit ensemble mener dans la diversité de nos opinions, de nos origines et de nos histoires personnelles. Alors on me dit souvent, enfin, c'est bizarre d'entendre ça de la part du maire de Neuilly, qui est au centre, au cœur de la métropole. Bruno me demandait dans quelle intercommunalité j'étais. Je suis dans une intercommunalité de 500 000 habitants, 600 000 habitants, avec la Défense au cœur, et dans la zone sans doute la plus concentrée du pays. Et pour autant, vous voyez, quand j'entends tous les acteurs économiques de mon territoire, et je m'occupe du développement économique de ce grand territoire de la Défense, des Hauts-de-Seine, je vois bien qu'on est dans une impasse. C'est-à-dire que ce secteur tertiaire qui est dans mon territoire, si demain il n'est plus adossé à un secteur primaire, à un secteur secondaire, à des territoires, à l'agriculture, à l'industrie, mais il va s'écrouler. Fernand Braudel l'avait rappelé dans ses livres sur la géographie. L'économie, les relations sociales tiennent d'un équilibre entre différents pans de l'activité économique primaire, secondaire, tertiaire. Et aujourd'hui, la France vit sur une atrophie et sur une espèce d'hypertrophie tertiaire qui est extrêmement dangereuse. Je regardais cette semaine la structuration de notre balance des paiements, pas de la balance commerciale, de la balance des paiements. Beaucoup plus intéressante, dans la mesure où dans la balance des paiements, vous avez également l'équilibre sur le tourisme, l'équilibre sur les brevets, l'équilibre sur les services, et pour la première fois, on a une inflexion déficitaire de notre balance des paiements. Alors jusqu'à présent, on nous disait on est mauvais en industrie, bon, mais on est bon dans les services, on est bon dans le tourisme, on est bon dans la recherche, on est bon dans plein de domaines. On a pour la première fois en France une inflexion de la balance des paiements, ce qui veut dire qu'on décroche non seulement sur l'industrie, mais on décroche sur le tourisme, on décroche sur les brevets, on décroche sur les services, on décroche sur tout ce qui participe de la valeur ajoutée dont notre pays a besoin. Et ce dérèglement, il est bien entendu de fait aussi un dérèglement social. Dans la mesure où la métropole, la concentration urbaine, à défaut de jouer cette subsidiarité, la concentration urbaine, elle ne fabrique qu'un modèle. Elle est archi-CSP+. Elle tire vers le haut et elle fait qu'aujourd'hui, on laisse sur la route ceux qui ont des niveaux de qualification inférieurs. Vous savez combien, en Île-de-France, de personnes sont concernées par l'hébergement d'urgence? C'est 132 000. C'est une grande ville. C'est une grande ville archi-pauvre dans notre métropole dont on dit qu'elle est l'avenir du monde. Et cet hébergement d'urgence, il monte, il est déclaré à 130 000, il est probablement à 150 ou 160, et toutes les courbes montrent qu'il sera demain à 200 ou 250 000. Alors qu'on arrête de nous dire que l'avenir est aux métropoles, si ce ne sont pas des métropoles qui incluent, qui s'articulent avec nos territoires, au service de nos territoires, pour être des métropoles qui soient satisfaites d'elles-mêmes, considérant qu'elles sont le cœur du monde, parce qu'elles provoquent de l'isolement, parce qu'elles provoquent de l'exclusion sociale. Qu'on ne me dise pas également que la campagne génère de l'isolement et que la métropole génère de la socialité. C'est l'inverse. C'est l'inverse. 92% des Français pensent qu'une des grandes menaces des années à venir, c'est l'isolement. Et quand on demande aux Français les deux grandes peurs qu'ils ont, la deuxième peur après la sécurité, après le terrorisme, c'est la peur de l'isolement. Et ce chiffre est encore plus fort quand on interroge les Français dans les zones urbaines. Ça montre que là aussi, on est dans une impasse sociale. Et la subsidiarité, c'est remettre cette socialité là où elle doit être, c'est-à-dire dans la famille, et construire un État-providence, non pas hypertrophié, mais en complément, à côté, pour aider, pour faciliter, pour appuyer quand il y a un défaut. Mais comment est-ce qu'on peut créer un idéal familial quand la contrainte du logement tel qu'il existe dans la métropole est à ce point prégnante? Vous savez, dans mon expérience un peu malheureuse de la candidature de la France à l'exposition universelle, on avait fait une grande étude auprès des jeunes du monde entier. Et on leur avait dit quelle est la valeur clé de votre génération. Ils nous avaient dit la valeur clé de notre génération, et c'était impressionnant les niveaux de consensus autour de ça, c'est l'hospitalité. Et on leur avait dit pourquoi c'est l'hospitalité. Et ils nous avaient dit pour trois choses. D'abord parce que l'hospitalité, c'est accueillir l'autre. Donc c'est un sentiment très noble.
mais à la limite, mettons ça juste de côté. Mais pour deux autres raisons. C'est que l'hospitalité, c'est de pouvoir partager avec l'autre une culture différente. Et donc, ce qu'on craint avec la mondialisation, cette uniformisation rampante, elle neutralise la capacité d'une hospitalité qui se construit sur les différences et sur ce qu'on peut échanger également en matière sociale. Et enfin, elle se construit sur la capacité d'accueillir. Dans nos communes, dans ma commune, vous voyez, où le sujet du logement social, par exemple, est un sujet extrêmement tendu, on demande à des familles avec 3 enfants d'accepter un 2 pièces. Il n'y a pas de choix. Puisqu'en plus, la loi ne compte pas la surface de logement, mais le nombre de logements. Donc, le préfet nous dit il faut faire plus de logements petits si vous voulez améliorer votre quota. Alors, on fait plus de logements petits, parce que l'amende est en millions et millions d'euros. Mais c'est stupide. C'est un point d'arrêt pour les familles, que ce soit dans le logement social ou dans le logement, d'ailleurs, libre, tellement il est cher dans nos métropoles. Comment construire une perspective sociale, une perspective d'hospitalité dans ce monde hyper concentré dont on sait qu'il n'a pas véritablement de sens sur le plan économique et sur le plan du redéploiement d'une valeur d'échange à l'échelle de nos pays et à l'échelle des échanges internationaux. Donc le cœur des hommes, le cœur des territoires, les deux vecteurs à partir desquels on doit refonder une perspective politique. Et je ne m'étendrai pas sur toutes les idées, mais moi je pense qu'on a d'abord un sujet de gouvernance, on a un sujet d'aménagement du territoire, on a un sujet de fiscalité, on a un sujet d'investissement et on a un sujet de technologie. Je voudrais juste m'arrêter sur celui d'investissement. Tous les autres, je vous en fais grâce parce que l'heure avance. Le sujet de l'investissement. Je regardais dans le cadre de l'écriture du livre que je sors bientôt, comment, au moment où l'investissement public a été le plus puissant, le plus structurant, entre 1850 et 1900, comment s'est fait l'investissement. Et l'investissement des infrastructures entre 1850 et 1900, je vais peut-être vous surprendre, l'État ne mettait pas un copec. La Bourse de Paris, dans les cotations à la Bourse de Paris, 70% étaient des obligations ou des bons de souscription pour les infrastructures. Et donc c'était véritablement les élus dans leur passion de leur territoire, avec des industriels, avec des investisseurs qui avaient pris en main le sujet des infrastructures, pour véritablement câbler leur territoire, avec des ponts, avec des routes, avec des rues. Car on a aujourd'hui besoin de câbler nos territoires, pour mettre nos territoires en articulation avec des villes moyennes dont on a besoin, parce qu'elles sont structurantes pour les politiques sociales, mais les mettre elles-mêmes, les villes moyennes, en articulation avec des métropoles, parce qu'elles sont la prise de courant qui nous connecte au monde. Mais si on n'a pas une vision, si on n'a pas une capacité d'investissement, et l'État ne l'a pas, et donc si on n'a pas un réengagement libéral, fort, convaincu, visionnaire de la société, en disant le cœur des hommes, le cœur des territoires sont nos valeurs sociales, sont nos valeurs d'échange. Et nos capacités d'investissement sont là, réelles, 16% d'épargne dans la poche des Français. À ce moment-là, si on n'a pas ces fondamentaux en tête, je vous garantis que demain, on fera notre monde métropolitain. On aura créé ces isolats, 200 isolats métropolitains dans le monde. Mais on aura dit au reste du monde, et c'est ce qui se passe avec l'Afrique en ce moment, regardez ces isolats métropolitains. On les considère d'ailleurs comme des seuls isolats de prospérité, et c'est là où tout se passe. Et donc, il ne faudra pas s'étonner que des peuples entiers aillent dans ces quelques isolats de prospérité qui auront été artificiellement créés et qui seront perçus demain comme le seul moyen de s'en sortir. Et qu'est-ce qu'on aura fait du reste du monde ? On en aura fait pour les territoires qui n'ont pas de rentabilité économique des friches. On a l'habitude, on connaît le modèle. Pour d'autres, on en aura fait des territoires d'agriculture intensive avec les effets collatéraux sur la santé qu'on voit également. Et puis, certains seront des espèces de zones de saturation touristique. Vous avez peut-être vu dans la presse cet été les alertes dans le monde entier sur le fait que 95% des touristes allaient dans 5% des lieux touristiques. Et donc ces lieux touristiques, et Paris en est un peu l'exemple, sont en voie de saturation, de dénaturation, et aujourd'hui deviennent quasiment contre-productifs à l'échelle d'un pays. Et donc voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous. Mais pour conclure, vous voyez, je voudrais citer alors un sociologue contemporain dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il est extrêmement, de mon point de vue, très intéressant. C'est Helmut Rosa, c'est un sociologue allemand qui a fait un livre sur l'accélération, assez connu, en disant finalement, est-ce que les technologies qui nous permettent de gagner beaucoup de temps, quand on compare comment on vit aujourd'hui par rapport à 20 ans, on a gagné énormément de temps, mais on assoit ce temps sur un vieux modèle. Et du coup, la conclusion en 2 mots d'Helmut Rosa sur son livre L'accélération, c'est de dire on ne fait rien du temps gagné. Pour une raison simple, c'est que finalement, on n'a pas adossé
chaque être humain, aujourd'hui, surtout dans nos sociétés, a un projet de vie. En le stéréotypant dans une métropole, on lui donne des technologies, il rentre chez lui, il se met sur son portable, il y passe 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et finalement, le temps gagné n'est pas basculé dans une vie épanouissante, heureuse, de bonheur. Et il vient, ce sociologue allemand, de faire un deuxième livre qui s'appelle « Résonance ». Et je conclurai par là qui dit finalement, on est tous traversés par trois lignes. Une ligne verticale, qui est un petit peu l'influence culturelle, artistique, religieuse. C'est des valeurs fondamentales qui sont nos valeurs plutôt chaudes, on va dire. Une ligne chaude également, qui est une ligne horizontale, qui sont nos valeurs sociales. Tout ce qui participe de nos relations sociales, de notre socialité, de notre relation avec l'autre. Et puis une diagonale, qui est la diagonale matérielle, l'objet, le travail. Il explique en fin de compte dans son livre qu'on a neutralisé totalement la ligne verticale, celle en relation avec la nature, celle qui est finalement qui pourvoit un bonheur plus authentique. On a artificialisé la donnée verticale, celle des relations sociales, puisque un ami est un contact sur Facebook et que finalement cet isolement métropolitain que j'évoquais tout à l'heure, il est l'homme connecté, mais pas l'homme relié, pas l'être humain en résonance, en relation. Il est l'être humain en relation technique, en connectique. Et ça, c'est extrêmement dangereux. On est en train de détruire cette valeur de la socialité. Puis une diagonale qui est hypertrophiée, celle de l'objet, celle du matériel, celle du travail. Et donc, si on ne rétablit pas ces lignes, la ligne artistique, culturelle, religieuse, avec une ligne sociale et enfin, bien entendu, une ligne liée au travail, dans un nouveau projet de société, alors il est fort à parier que les impasses dans lesquelles on est, l'absence de vision actuelle des politiques et peut-être l'absence d'engagement de beaucoup de Français qui laissent au parti le monopole de la vie politique sans se poser la question, comme l'avait dit Kennedy, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, moi, à temps donné, pas forcément toute ma vie et pas dans une carrière. Si on ne se pose pas les questions, si on n'en est pas profondément conscient, alors probablement on rentrera dans des situations très difficiles. Donc merci Bruno de provoquer ces débats de fond, parce que la reconstruction d'une perspective politique, elle passe par des fondamentaux, par des éléments socles, et une réunion comme cet après-midi en constitue indéniablement une composante pertinente, stratégique, intéressante, enthousiasmante.